Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. Quel est le point commun entre un chanteur à succès, une sportive de haut niveau, un champion paralympique, une chef étoilée, un humoriste ou encore une entrepreneur ? Toutes et tous ont connu des échecs, des blessures dans leur parcours, mais ils ont réussi à les surmonter, les dépasser ou les contourner. Toutes et tous ont aussi détaillé ce parcours à notre invité, Alexandre Mars. Dans son podcast Pause, face à son micro, il les a invités à prendre le temps et à se raconter. Pause, c'est aussi le titre de son livre qui vient de sortir chez Fayard, un livre qui s'inspire des expériences de tous ces invités depuis plusieurs années et qui nous donne des conseils pour dépasser ou contourner nos limites et pour apprendre à nous aligner. Il y est question de réussite, d'échec, mais aussi de solidarité, de justice sociale et de lutte contre les inégalités. Libre Ensemble, Vinciane Colson, Jacques Nizan. Bonsoir Alexandre Mars. Bonsoir. Merci d'être là ce soir. Alors Alexandre Mars, vous êtes ce qu'on appelle un entrepreneur à succès. Vous avez créé des sociétés actives dans l'organisation de concerts, dans la publicité, dans les téléphones portables. Et puis après avoir revendu plusieurs de ces sociétés, vous avez fondé EPIC, une fondation qui œuvre en faveur de la jeunesse et de l'environnement. Vous êtes aussi le président fondateur de Bliss, qui est une société d'investissement responsable. Et puis il y a un an environ, vous avez fondé Infinite, une entreprise sociale qui permet aux étudiants issus de milieux populaires d'accéder aux meilleures écoles via des prêts étudiants à taux zéro. Alors Alexandre Mars, on peut dire que vous êtes un entrepreneur engagé, mais ça signifie quoi finalement être un entrepreneur engagé aujourd'hui ? Je pense, merci pour cette question. L'engagement, c'est quelque chose qui selon moi, devrait être le cas pour chacun d'entre nous. Est-ce qu'on se suffit de ce que nous avons ? Je parle de la société dans laquelle nous vivons. Je sais qu'ici, c'est un endroit où on a le temps d'en parler, de discuter, ce qui est le cas toutes les semaines. C'est quoi l'engagement que nous devrions avoir ? Pourquoi nous faisons ce que nous faisons ? Et donc, moi, j'ai décidé que mon talent d'entrepreneur, et vous l'aviez indiqué au fil de ces années, j'ai décidé de le mettre à profit. Et ce profit-là, c'est le profit des autres. Et donc, je suis souvent au service et j'essaye d'utiliser mon talent d'entrepreneur pour développer des plateformes, des solutions, que ce soit sur les sujets de philanthropie avec EPIC, de finance avec Bliss ou de prêts étudiants. C'est ma façon d'être utile, en fait. Et cette utilité, c'est un engagement. Votre mission, vous le dites dans le livre, vous estimez que chacun a une mission, que ce terme est un peu galvaudé, mais voilà, vous voyez ça vraiment comme votre mission aujourd'hui. Bien sûr. Et la vôtre, c'est de partager toutes les semaines un entretien du temps, des éléments qui sont pour vous importants de partager au plus grand nombre. Moi, ma mission, je l'ai compris très jeune dans ma vie, c'était d'être au service de ceux qui n'ont pas grand-chose. Donc, l'entrepreneuriat est un outil pour ça. Je ne me suis pas réveillé petit en disant « je vais être entrepreneur ». Je voulais être travailleur social, vous voyez, c'est quand même différent. Mais j'ai compris, il y a des années de ça, que j'allais avoir certainement plus d'impact, que j'allais certainement avoir un meilleur engagement si j'utilisais mes talents d'entrepreneur. Alors, vous n'êtes pas le seul entrepreneur, puisqu'on voit que entrepreneur engagé, on va dire, parce que dans votre livre, vous décrivez des parcours d'entrepreneurs hommes et femmes qui viennent de milieux divers, qui n'ont pas toujours le bon nom, le bon réseau au départ, le bon diplôme, mais qui ont quand même réussi à la tête de leur entreprise et qui aujourd'hui mettent en œuvre des projets pour plus de diversité. Est-ce que ça signifie que pour vous, l'entrepreneuriat est vraiment un moyen pour amener plus de justice sociale ? Assurément. Je pense qu'il est difficile aujourd'hui de pouvoir entreprendre sans imaginer un élément positif de votre entreprise. De nouveau, faisons attention. La première chose souvent pour les entrepreneurs, c'est de survivre déjà. C'est de réussir, c'est d'avoir la tête au-dessus de l'eau. Donc ne mettons pas non plus tout de suite la mission dès le départ. Mais on voit qu'il y a de plus en plus d'entrepreneurs, et vous le savez très bien, qui aujourd'hui disent « évidemment j'ai envie de réussir. Évidemment j'ai des objectifs qui vont être importants. » Mais je ne peux pas imaginer réussir ces objectifs en n'ayant pas un impact positif sur mon écosystème, sur l'environnement, sur les autres. Il y a 10 ou 20 ans, vous le savez très bien, pour les auditrices et auditeurs qui nous écoutent aujourd'hui le savent, on s'intéressait peut-être un peu moins aux autres, on était plutôt un peu auto-centré, et on va dire que c'est peut-être notre génération qui pensait un peu plus à nous sans penser aux autres. Et ça, c'est en train d'évoluer, on voit qu'il y a de plus en plus de personnes, pas uniquement des jeunes, qui disent « mais pourquoi tout ça ? Pourquoi tout ça ? Et comment je peux être aussi, à mon petit niveau, utile ? Faire des choses qui vont être alignées avec qui je suis vraiment ».
Ah oui, c'est ça, hein, vous parlez d'alignement. Enfin, d'ailleurs, je disais le titre tout à l'heure, le titre du livre c'est Pause, mais le sous-titre c'est Pour une vie alignée. Mais comment on atteint cet alignement? C'est pas simple, hein, parce qu'effectivement, être aligné entre ses convictions et ses actes, voilà, souvent on dit on a des belles paroles, mais comment être aligné vraiment? C'est un sujet qui prendra certainement toute une vie, hein. Là où c'est important, et vous avez précisé les actes, l'alignement, c'est un moment où vous avez d'un côté vos pensées, vos valeurs et vos actes qui vont être alignés. C'est là où on commence à être certainement plus épanoui. Il y a une différence entre heureux et épanoui. Je pense qu'on peut parfois être très heureux en n'étant pas du tout aligné, hein. Il y a un moment de folie qu'on peut avoir, on est heureux, mais c'est pas l'alignement. L'épanouissement, c'est ça qu'on essaye peut-être tous d'atteindre, et cet alignement-là est nécessaire pour cet épanouissement-là. Quand je parle d'épanouissement ou d'alignement, plutôt d'alignement en l'occurrence, j'essaie et je dis, c'est d'être la vraie version de soi-même. Si je vais sur vos réseaux sociaux, ou si vous allez sur les miens, vous allez certainement voir la meilleure version de nous-mêmes. On va mettre la meilleure photo, peut-être un peu retouchée, avec quelque chose qui ne nous ressemble pas totalement, qui est une partie de nous. L'alignement, et c'est très difficile en effet, c'est la vraie version de nous-mêmes. La version qui montre évidemment nos difficultés, nos failles, nos soucis, nos échecs. Et dans le monde d'aujourd'hui, on en parle peu ou pas, parce que c'est souvent pas ce que la société attend de nous. Et ce livre, Pause, permet de montrer ça. C'est des gens qui ont des parcours extraordinaires, mais ces gens normaux, comme vous, comme moi, comme les gens qui nous écoutent ce soir. Voilà, mais qui ont des parcours et qui nous expliquent comment, à travers des années et des moments difficiles, parce que la vérité, c'est qu'on a tous beaucoup de moments difficiles. Donc là, vous m'entendez certainement avec le sourire, parce que on doit en faire quelque chose de ces moments difficiles. Et dans ce livre, évidemment, je me dévoile aussi beaucoup. Je parle du départ de mon frère il y a 7 ans de ça, qui était mon frère unique, que j'aimais et que j'aime toujours énormément. Et ce départ-là, c'est une blessure infinie. Et pourtant, j'ai dû me reconstruire par rapport à ça. Et j'explique qu'est-ce que ça m'a apporté et comment j'ai pu voir le verre à moitié plein. Et c'est très difficile de voir le verre à moitié plein quand quelque chose comme ça vous arrive. Et c'est ces partages-là, parce que moi, je pense qu'il faut libérer la parole. Parce que comme ça, il y a des gens à qui c'est arrivé aussi, qui ont perdu un proche, et qui en parlent, et qui disent, voilà comment j'ai fait, moi. Et c'est ça aussi, on est une grande communauté. Et c'est tous ces moments où on fait qu'on est cabossé. Peut-être que vous ne l'êtes pas, vous. Je pense que tout le monde est cabossé. Voilà. Tout le monde a des failles, effectivement. Et c'est beau, ces failles-là. Parce que souvent, on dit que c'est de là où jaillit la lumière, ces failles. Et heureusement que nous avons des failles. Et croire les gens qui nous montrent sur leur réseau que leur vie est parfaite, mais ne soyons pas crédules et naïfs, c'est totalement faux. Elle n'existe pas, cette vie parfaite. C'est pas pourtant que la vie n'est pas belle à vivre, mais elle est terriblement complexe. Alors, vous disiez que on vise à l'alignement, à cette vie alignée. Vous citez par exemple Emmanuel Faber, qui est l'ancien patron de Danone, qui a quitté son poste justement pour rester en accord avec ses convictions. Mais alors là, on voit qu'effectivement, il a quitté son poste pour être aligné, pour être en accord avec ce qu'il pensait profondément et qui n'étaient plus les valeurs défendues par Danone en l'occurrence. Mais est-ce que tout le monde a les moyens d'être aligné comme ça? Est-ce que tout le monde peut se permettre, par exemple, de quitter un boulot parce que finalement il ne correspond plus à ses valeurs? Vous avez évidemment raison. C'est pas forcément évident pour tout le monde. Parfois, vous devez juste continuer à travailler et à parfois baisser la tête parce que vous devez avoir ce chèque qui arrive à la fin du mois. Donc oui, vous avez évidemment raison que ça ne touche pas tout le monde. Mais ceux qui peuvent se permettre, pas forcément de quitter un boulot, mais si ce boulot-là, ce qui était le cas d'Emmanuel Faber, fait accepter des compromissions. On ne parle pas de compromis ici. On accepte des compromis, on a tous des compromis. Et parce que de nouveau, cette perfection dans la vie n'existe pas. C'est un chapitre, je crois, chapitre 14, je dis, la perfection n'existe pas. N'essayez pas de l'atteindre. Elle n'existera pas, vous serez toujours triste parce que vous ne l'atteindrez jamais. Et c'est OK. Maintenant, les compromissions, c'est plus difficile. Si vous pouvez, et ce qui n'est pas le cas d'Emmanuel Faber, vivre avec ces compromissions, peut-être que vous avez des bonnes raisons, vous ne pouvez pas faire autrement. Emmanuel Faber pouvait, il a décidé
de quitter son job. Il faut bien comprendre, quand il a décidé de quitter son travail, il a refusé ce qu'on appelle une retraite chapeau. Une retraite chapeau, c'est un modèle où, avec les années qu'il avait effectuées auprès de Danone, où il avait passé une grande partie de sa carrière, et avec son poste, il a refusé, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais 20 millions d'euros. 20 millions d'euros, il 20 faut millions savoir les d'euros. refuser. Donc vous m'avez raison, qui les refuse aujourd'hui? C'est pour ça que j'apprécie, j'aime beaucoup Emmanuel Faber, parce qu'il est aligné. Alors parfois les gens disent, oui, mais peut-être trop aligné. Mais est-ce qu'on est trop aligné? J'en suis pas sûr. Moi, je vois que c'est quelqu'un, et j'en parle dans le chapitre 20 d'alignement, qui suit juste le chapitre sur la mission. Il dit très clairement qu'il ne pourra pas accepter quelque chose, et lui, il considère, je ne peux pas accepter d'avoir un chèque de 20 millions quand je sais la difficulté qu'ont les agriculteurs à vivre au quotidien. On en parle beaucoup en Belgique, beaucoup en France, beaucoup en Europe aujourd'hui. Des gens qui travaillent au quotidien, qui ont une vie extrêmement compliquée, de passionnés souvent, mais aujourd'hui extrêmement compliquée. Et voilà, Emmanuel a dit, moi je ne peux pas accepter ce montant-là. Il était aligné. Et qui, aujourd'hui, qui nous écoute, pourrait faire la même chose que refuser un chèque de 20 millions? Pas facile. Pas facile, effectivement. Alors, parmi toutes les personnalités que vous avez rencontrées, il y a aussi Nicolas Chaban. On parlait de lait d'un agriculteur. Lui, c'est un entrepreneur qui a lancé une marque de lait équitable. Et dans votre livre, il déclare, je lis, si en matière d'écologie, au lieu de seulement voter, chacun s'engage à relayer ses convictions dans ses actes d'achat, il y aura un effet. Si nous, citoyens, décidons de nous associer à une action collective, il y aura un effet. Nous avons dans notre poche un bulletin de vote phénoménal qui s'appelle la carte bleue, qui est capable de changer le monde beaucoup plus rapidement que tous les votes politiques. Alors en cette période préélectorale, ici en Belgique, on va voter à tous les niveaux en juin, dire que finalement la carte bleue peut être plus forte que tous les votes politiques. Vous êtes d'accord avec ça? Je suis assez d'accord avec cette vision qui est que nous avons pendant des décennies pensé que c'était forcément les gens qui nous dirigeaient, qui allaient absolument tout faire dans notre vie. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand les choses ne vont pas, on va toujours réprimander les femmes et les hommes politiques pour lesquels nous avons voté. Et je pense que ce monde, en fait, qui était très de haut vers le bas, doit évoluer. Je pense que la capacité d'avoir le bas vers le haut, c'est-à-dire nous, citoyennes et citoyens, capables d'influer, par nos votes, toujours évidemment, moi je continue à penser que l'État ou les États sont essentiels dans les mondes dans lesquels nous vivons. Je pense qu'ils doivent être forts et je pense qu'ils doivent bien être poussés pour qu'ils choisissent les bonnes lois. On parle de cette loi qu'on a souvent parlé ici, et beaucoup de pays en Europe, qui était la loi Copé-Zimmermann, qui a eu lieu en France en 2011, qui a instauré une parité qui n'existait absolument pas à l'époque dans les conseils d'administration des entreprises françaises. À l'époque, il y avait 17% de femmes dans les sociétés françaises. Aujourd'hui, on a 47%. Sans cette loi-là, vous le savez très bien, on serait encore à 17%. Et sans l'État, jamais rien n'aurait pu changer. Donc oui, je pense que l'État est important. Quand Nicolas Chaban définit que le citoyen et le citoyen a un pouvoir, il a parfaitement raison. Aujourd'hui, c'est qui le patron, qui est cette marque, d'ailleurs, qui existe dans beaucoup de pays d'Europe, dont la Belgique, avec des noms différents, dit aujourd'hui, il y a un vrai problème de pouvoir d'achat pour les agriculteurs, en particulier les agriculteurs laitiers, parce qu'ils sont malheureusement sous-payés, et sous-payés au litre de lait. Donc ils disent, vous savez quoi, à partir de maintenant, on ne va pas faire de publicité, et l'argent qu'on aurait dû dépenser dans la publicité, on va le donner aux agriculteurs. Donc les agriculteurs vont gagner un petit peu plus par litre de lait, mais ça va, sans changer toute leur vie, leur permettre d'avoir une vie un peu meilleure. Et ça, en fait, est-ce que nous voulons ça? Oui, dans ces cas-là, achetez ces produits-là. Et ce que dit Nicolas Chaban, achetez avec produits, parce que vous avez la capacité de décider. C'est au même prix, mais l'impact est différent. Et vous l'avez vu, vous l'avez lu dans le livre, l'alignement, il existe là. Parce que c'est à vous de décider. Personne va vous dire pour qui voter, ok? Mais vous ne pouvez pas continuer à penser que cette entreprise est bien managée, est bien dirigée, ou l'autre ne l'est pas, et continuer à acheter ces produits-là. Donc oui, pour ça, il a parfaitement raison. Nous avons un poids dans nos décisions d'achat.
et qui a un poids majeur. Et c'est agréable parce qu'on peut enfin certainement aussi influer à notre niveau, vous allez me dire. Mais nous sommes des petits, il n'y a pas de petites actions. Il y a des petits ruisseaux. Qui peut imaginer que nous sommes des grands fleuves? Voilà, on est des petits ruisseaux, mais ces petits ruisseaux accumulés peuvent avoir un vrai impact. Donc c'est vrai que c'est important, et c'est ce sujet d'alignement, de ne pas uniquement attendre que l'autre va faire. Et c'est dans le monde dans lequel nous avons beaucoup vécu. L'autre va faire. Et ici, souvent en Belgique, ça va être, ça se passe pas bien, et ça se passe pas bien, et il y a un souci. Mais je parle de politique. Hein. Ouais. Et en effet, mais à un moment ou à un autre, quel est notre rôle à notre niveau? Et complexe, mais on a la capacité de faire quelque chose. Et c'est quelque chose qui n'existait pas par le passé. Alors, j'ai envie de revenir sur plusieurs choses que vous avez dites dans votre intervention. La première, c'est la question des quotas. Vous avez parlé des quotas dans les conseils d'administration pour les femmes, par exemple. Est-ce que vous seriez en faveur d'un quota aussi pour la diversité au sens plus large, une diversité de genre, une diversité de couleurs? Non, genre, on l'a dit. Donc, oui, là, pas de genre, voilà, mais de couleurs, ethnique, d'origine, bien sûr. de lieux aussi, parce qu'on peut pas que des Parisiens, mais des gens de province. Mais là, bien sûr, c'est la même chose ici. C'est Namur, c'est Charleroi, ça va être la même chose. La réponse est évidemment oui. Et il faut passer par là. Il faut passer par des quotas. Obligatoire. Et on peut dire beaucoup de choses des États-Unis. Hein. Je pense que tout n'est pas parfait, évidemment, là-bas. Mais aux États-Unis, il y a cette volonté d'avoir souvent des sociétés qui vont être, ou des entreprises qui vont être plus à l'image de la société. C'est la même chose dans les écoles, c'est la même chose dans les entreprises, pour justement que ce ne soit pas que une seule classe sociale ou une seule couleur de peau. Je pense évidemment que c'est essentiel. C'est essentiel, et pour ça, il faut légiférer. Donc en effet, je pense qu'il faudrait, à un moment ou à un autre, avoir le courage de dire, on va, oui, en effet, avoir des statistiques ethniques, parce qu'on ne les a pas. Donc on ne peut pas savoir, aujourd'hui, dans votre entreprise, combien réellement, soit ethnique ou social. On n'y arrive pas aujourd'hui. Si on n'a pas les informations, comment on peut faire changer les choses? Et c'est vrai qu'on se cache un peu derrière nos petits doigts, ici ou ailleurs, en disant oui, mais non, ça se fait pas, c'est compliqué, ça va être... Oui, mais moi, ce que je vois, c'est qu'en 2011, quand une loi est parue sur une plus grande diversité, qu'il a une égalité entre la femme et l'homme, j'ai entendu la même chose. Mais non, ça se fait pas. Et puis, vous savez, ce qui est intéressant à ce moment-là, c'est que certaines de mes amies me disaient, il faudrait pas que ça arrive. Parce qu'en fait, on va dire après que nous avons réussi parce que nous étions une femme. J'étais au conseil d'administration parce que je suis une femme. Des années après, ces mêmes femmes disent heureusement que cette loi est arrivée. Parce qu'une génération après, on aura oublié ça. Évidemment, pendant quelque temps, ça a été parfois, il fallait 50% de femmes, on va vous faire monter. Mais évidemment, il y aura des dommages collatéraux, mais qui sont tellement faibles par rapport à ce qu'aujourd'hui ça nous permet. Et puis ça a continué. En France, il y a une autre loi qui s'appelle la loi Rixain maintenant, nouveau, légiféré, qui dit que c'est pas uniquement dans les conseils d'administration, maintenant c'est dans les comités de direction. Et c'est comme ça qu'on fait évoluer notre société, parce que vous le savez bien, et c'est votre sujet toutes les semaines, d'essayer de démontrer que l'égalité, c'est pas uniquement sur le papier. C'est pas uniquement sur le papier, c'est pas une théorie. Et pour l'actionner, qu'est-ce que c'est compliqué ? Ouais. Parce qu'on le sait. Et vous avez vécu au quotidien ça. Parce que vous êtes une femme, parce que vous êtes dans les médias, parce que c'est d'une complexité absolue. Pour ça, il faut aussi être aidé. Et la loi est là pour nous aider. Alors, vous avez aussi parlé du fait qu'il fallait un État fort. Et pourtant, vous, par exemple, en tant qu'entrepreneur engagé, on l'a dit, qu'en tant que philanthrope, vous avez notamment lancé Infinite, donc qui aide les étudiants à obtenir des prêts à un taux zéro. Alors, on va parler d'Infinite, de ce que vous faites, mais est-ce que finalement ça c'est pas un échec de l'État social, en disant c'est le rôle de l'État normalement d'offrir à des étudiants l'accès à l'école et aux écoles qu'ils souhaitent et aux études qu'ils souhaitent faire. Mais si je suis très théorique, je vous réponds oui. Vous avez évidemment raison. Je suis très pratique et donc je pense et j'essaie d'être positif. Alors positif, je suis
impossible pragmatique. Je ne suis pas non plus un bisounours. Ce que je vous dis, c'est que je vois que les États font leur maximum. Que souvent, on leur reproche beaucoup de choses, mais on sait à quel point c'est difficile de gérer une municipalité, une région, un pays. C'est extrêmement compliqué. Donc, il y a beaucoup de limites dans ce système-là. À côté de ça, nous sommes, la société civile, capable de travailler, d'apporter des solutions. Ce que beaucoup de gens, je suis persuadé, qui nous écoutent, font en étant bénévoles, en travaillant pour des ASBL, en faisant quelque chose, en étant acteur d'un changement, et pas uniquement un spectateur. Moi, je dis souvent, si vous voulez critiquer ce qui se passe et ne jamais prendre de coups, restez dans les gradins, critiquez le match, et puis voilà. Mais je ne suis pas persuadé que vous allez vraiment avoir une influence. En revanche, venez sur le terrain. Et sur le terrain, vous allez prendre des coups, évidemment, mais vous êtes acteur de ce changement et acteur de votre vie en même temps. Donc, pour moi, oui, en effet, sur la théorie, vous avez évidemment raison, les États devraient répondre à ça. Ce que nous voyons, c'est que ça ne fonctionne pas parfaitement. Ça fonctionne certainement le mieux possible dans l'environnement dans lequel nous vivons, qui est d'une complexité folle. Et c'est à nous de dire qu'est-ce qu'on peut faire d'autre pour faire mieux fonctionner tout ça. Et je pense très sincèrement que oui, un État fort, respecté, et à côté de ça, en effet, il faut que la société civile, vous, moi, les personnes qui nous écoutent, disent nous aussi, on est acteurs, on n'est pas uniquement spectateurs. Mais du coup, on risque pas de basculer sur un modèle plus à l'américaine où finalement, c'est la philanthropie, c'est le mécénat qui va porter toute une série de projets, que ce soit en matière d'enseignement, de culture, de projets sociaux plus généralement, au détriment de l'État qui va finalement laisser tomber un peu ça. Je pense pas que l'État aux États-Unis a laissé tomber, c'est que l'État ne fait pas aux États-Unis. Donc l'État ne fait pas. Et je ne pense pas que ça s'est passé en disant l'État a été la conséquence qu'il y a eu des philanthropes qui ont fait des choses. Pas du tout. Je pense que l'État ne faisait pas assez. Et encore une fois, soyons clairs, l'État encore aux États-Unis fait énormément de choses, sont possibles, mais on est dans des situations qui sont parfois très compliquées à de très nombreux niveaux et où l'État est défaillant. Mais il peut être défaillant dans tout un tas d'autres pays. Donc je ne pense pas, c'est parce que des gens se lèvent, et je ne parle pas uniquement d'argent, là, on parle de philanthropie. Moi, ce n'est pas ce dont je parle ici. Ce dont je parle ici, c'est vous parlez d'engagement, vouloir être engagé, vouloir être acteur de sa société pas financière, pas économique, sa société, ce qui est le modèle pur de notre société. C'est nous dans un écosystème qui est fermé et ouvert en même temps, qui fait qu'on ne peut pas continuellement reprocher aux autres sans essayer de faire quelque chose. Et c'est ça, je pense que nous sommes acteurs d'un système différent. Vous parlez d'Infinite. Infinite, le départ d'Infinite qui est donc ce projet solidaire pour permettre aux jeunes qui sont les meilleurs de leur école. Les meilleurs de leur école qui, parce qu'ils n'ont pas le capital culturel, social et économique, vont malheureusement pas forcément faire les écoles qu'ils devraient faire dans le monde. Et c'est vrai que quand je commence à travailler sur ce projet-là il y a 3 ans de ça, je me dis, c'est quand même anormal, encore aujourd'hui, que ces enfants-là, qui sont souvent des enfants qui ont des parents qui certainement les aiment, c'est pas le sujet, mais qui sont, pour certains, n'ont pas déjà la chance d'avoir atteint certains objectifs, alors qu'ils sont brillantissimes, on va leur dire, non, il n'y aura pas les moyens. Et donc on a réfléchi à une solution, à une plateforme, et cette solution elle est simple, c'est que demain vous allez pouvoir financer ces jeunes, les meilleurs, et vous allez leur dire, vous savez quoi, oui, la société va faire attention à vous et vous permettra d'aller dans n'importe quel... Vous voulez aller à Oxford, vous allez à Oxford, vous voulez aller à Bocconi en Italie, vous allez à Bocconi. Où vous voulez aller, on va vous financer. Prêt à taux zéro, sans garant. C'est-à-dire qu'aucune banque ne fait ça. Vous allez, parce que vous le savez peut-être, évidemment que nous sommes dans une émission qui est laïque, mais on ne peut pas non plus obérer le fait que les religions nous entourent et qu'il y a un certain nombre de religions qui ne permettent pas d'accepter des taux d'intérêt. Donc si vous avez 18 ans et que vous suivez une religion de près, les textes vous interdisent de prendre des taux d'intérêt. Donc déjà, si vous n'avez pas les moyens, si vous ne pouvez pas te prendre de prêt, ça fait une double peine. Ouais. Vos limites sont fortes. Donc pourquoi ? Taux zéro, sans garant, parce que dans le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, les banques ne jouent pas toujours le jeu et que pour peu que vous ayez
un des deux parents qui n'a pas de travail ou un des deux parents qui n'est plus là, eh ben, très souvent, la banque ne va pas vous prêter. Vous travaillez, vous allez aller dans les meilleures écoles du monde. Quand vous allez commencer à travailler, vous allez devoir rembourser le prêt. Mais vous n'allez pas rembourser le prêt à vous ou à moi. Vous allez rembourser le prêt dans un fonds perpétuel. Donc un fonds perpétuel qui va permettre ainsi de financer le prochain jeune. Oui, donc une forme de solidarité finalement entre des jeunes qui seront du coup diplômés et d'autres. Exactement. C'est vraiment ça, c'est un engagement. Une solidarité, en fait. Exactement, c'est un engagement. Souvent, on s'amuse à le dire, vous en souvenez certainement, il y a quelques années, on a parlé de cette pyramide, la pyramide de Ponzi, qui était Madoff qui avait fait ça. Mais en fait, là, on a monté une pyramide de Ponzi positive. Donc, vous allez pouvoir, grâce à, peut-être un peu votre succès, financer un jeune, et ce jeune-là va en financer d'autres éternellement. Donc, voilà, c'est notre travail et notre réflexion à un monde plus solidaire. Alors Alexandre Mars, effectivement, dans votre livre, vous donnez toute une série de conseils. J'ai envie de dire à tous celles et ceux qui veulent devenir entrepreneurs, mais c'est plus large que ça. J'ai l'impression que ça touche tout le monde et chacun, je pense, peut se retrouver dans différents chapitres ou dans différents exercices que vous donnez. Mais donc, vous estimez que, en tout cas, c'est des conseils qui peuvent être utiles à toutes et tous, quel que soit le milieu, de nouveau, dont on vient, même si, certains auront quand même plus de difficultés que d'autres. J'ai juste envie de vous donner des chiffres. On a reçu, il n'y a pas longtemps, Salomé Saké, qui est journaliste, auteur du livre « Sois jeune et tais-toi ». Elle nous disait... On parlait de méritocratie, parce que vous en parlez aussi beaucoup dans votre livre. Elle disait « Seuls 18% des élèves issus des familles les plus défavorisées ont un diplôme de l'enseignement supérieur, contre 68% pour les enfants de cadres. » Donc la méritocratie, aujourd'hui, elle est quand même un peu défaillante. Donc, mais vous estimez qu'on peut encore se baser là-dessus? Je dis juste qu'on ne peut pas juste donner des chiffres sans avoir des solutions. Et vous allez me dire « Oui, mais ça devrait être le politique. » Oui, peut-être. On sait très bien que notre République tout saute. On sait très bien que notre méritocratie tout saute. On sait très bien que notre système tout saute. Est-ce qu'on attend qu'il attrape une pneumonie pour tenter d'apporter nous-mêmes des solutions? Voilà ce que je fais. Moi, je suis ce petit ruisseau dont je parlais tout à l'heure. Et c'est important, vous puissiez le dire pour les gens qui nous écoutent. Ce livre est pour tout le monde. Tout le monde, parce qu'on a tous ces moments de doute, on a tous ces moments sombres, on a toutes et tous ces failles et ces blessures. Et ce livre permet de montrer que malgré ça, on va avancer, résister, construire. Et vous aviez indiqué le podcast, je conseille à vos auditrices et auditeurs d'écouter le podcast qui s'appelle Pause. Pourquoi ? Parce que ce podcast, justement, c'est des histoires de gens ordinaires qui ont un parcours extraordinaire, qui nous expliquent comment ils ont réussi à passer à travers parfois des gouttes, et qui justement nous expliquent j'avais pas forcément le genre pour faire ce métier-là, j'avais pas forcément le prénom pour prendre cette direction-là, le prénom ou la couleur de peau. Et c'est ça qui est incroyable, c'est que oui, ça va être plus compliqué, mais il y a tout un tas de personnes qui ont réussi, qui ont atteint certains objectifs et qui partagent leur trajectoire de vie avec leur complexité, vous l'avez dit, nous sommes cabossés. Voilà, avouons-le, et ça fait du bien d'avouer qu'on est cabossé. Et ça fait du bien aussi d'avouer qu'on a aussi eu des échecs, qu'on a réussi à les dépasser. Je termine juste sur une phrase que vous citez dans le livre de Nelson Mandela qui dit « Je n'échoue jamais, soit j'apprends, soit je gagne ». Je trouve que ça résume assez bien la chose. Merci beaucoup Alexandre Mars. Je rappelle donc ce livre « Pause pour une vie alignée » qui a été publié chez Fayard. Votre podcast aussi, Pause, qu'on retrouve sur toutes les plateformes. Merci beaucoup et bonne continuation. Merci pour l'invitation. Bonne soirée à tous. Au revoir.